Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour chez vous, selon l'heure que vous nous recevez. Bienvenue dans un plateau spécial sur le débat de la presse. Nous sommes très heureux de recevoir encore une fois de plus des journalistes de notre pays qui ont analysé l'actualité pour vous satisfaire, vous donner l'information comme elle se doit. Alors aujourd'hui, nous avons encore une fois le plaisir de recevoir Patrick Ilunga de Géopolis. Nous avons aussi Eric Izami Boanzale qui vient représenter ce soir l'antenne A, et puis Francis Ochoudi pour le compte de Informateur dont il est le DG d'ailleurs. Alors l'actualité reste dominée par justement les questions de sécurité dans l'Est de notre pays. Il y a des tractations diplomatiques autour de l'agression rwandaise et comment mettre fin à cette guerre. Et donc, nos différentes rédactions se sont apaisanties là-dessus et nous allons vous donner les éléments pour bien comprendre l'actualité. Il y a également la question de l'impayement des fonctionnaires de l'État. Alors là, on ne comprend plus rien. Le ministre adjoint, le vice-ministre, disons comme ça, le vice-ministre de Finances aurait demandé un prêt auprès de banques privées à hauteur de 70 millions de dollars. Donc le fonctionnaire doit serrer la ceinture et patienter un peu le temps que les banques privées puissent répondre à la demande du gouvernement. Donc on va décrypter cette information avec nos différents invités et on va finir par la conférence de Indaba. On peut l'appeler conférence Indaba Mining qui se tient en Afrique du Sud où la RDC a aussi pris part. Et quelle est la position que la RDC affiche là-bas? Ou quelle est la posture que nous allons prendre dans ces échanges. Géopolis Magazine, un tri hebdomadaire de Kinshasa. Patrick Ilunga, bonjour. Bonjour cher Philippe, bonjour à mes co-débatteurs Ochoudi et mon aîné Eric Izami. Content de vous recevoir pour la deuxième fois. Vous avez écrit... Bonjour. Entre cessez-le-feu, diplomatie régionale et impasse politique. En parlant de tout ça, vous dites qu'il y a des avancées, des avancées fragiles. Pourquoi vous appelez tout ça avancées fragiles? On dit avancée fragile parce que tout ce qui est avancé, on va dire diplomatique, est contredit justement par le terrain qui est un terrain assez imprévisible, hein, parce que figurez-vous qu'il y a bientôt 3 ans, tous les engagements de cessez-le-feu qui avancent sur le papier, mais sur le terrain, vous sentez que pendant qu'on a cessé le feu, mais il y a repositionnement des forces, il y a bombardement par-ci, il y a attaque par-là, il y a même des revendications. Pendant qu'on est là, on est censé déjà appliquer l'accord de Washington, la déclaration de principe de Doha, on a beaucoup d'engagements. Beaucoup d'initiatives diplomatiques qui souffrent d'exécution. Mais qui souffrent justement d'exécution. On va peut-être croiser les doigts, mais ce n'est pas forcément simple. Le schéma lui-même, on va dire la configuration de négociateurs peut nous inciter à l'optimisme parce qu'on regarde d'abord au sommet de la pyramide, il y a la puissance américaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, c'est les États-Unis qui ont demandé justement à la rébellion, qui ont tapé du poing sur la table pour que les rebelles se retirent de Ouvira. On espère justement que la même pression va continuer pour les autres villes, mais dans la configuration, il y a aussi la puissance économique qatari, parce qu'il ne faut pas oublier que la RDC est allé justement au Qatar parce que le Qatar a une voix prépondérante. Il peut faire entendre raison à Kigali parce qu'il y a des taux d'investissement au côté de l'aéroport par exemple. Je crois que le Qatar est majoritaire dans les négociations. Dans les parts, il y a Rwandair, la compagnie là, dans laquelle le Qatar a justement beaucoup d'intérêt. Et n'oubliez pas aussi que le blocus que la RDC a imposé à Rwandair de ne pas survoler le territoire national, impacte un petit peu aussi le Qatar. Donc, on va compter sur la puissance économique du Qatar et des Émirats Arabes Unis. N'oubliez pas qu'il y a eu on va dire des accords signés, en tout cas des protocoles d'accords signés, justement. Mais à côté de deux puissances
puissance diplomatique, puissance économique. Il y a aussi maintenant l'influence, on va dire ce que j'appelle la sensibilité africaine. La sensibilité africaine, on a dans la région d'abord Lorenzo. Lorenzo, qui, on peut dire, en tant que président angolais, se dispute un petit peu l'hégémonie de la région dans le cadre de la CIRGL avec le Rwanda, peut-être l'Ouganda aussi, mais beaucoup plus le Rwanda. Mais il y a aussi Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, peut-être les gens peuvent dire que c'est un négociateur de l'Afrique de l'Ouest, il est loin. Mais il a un atout, c'est qu'il y a les portes ouvertes et à Kinshasa et à Kigali. Donc il peut faire entendre raison aux deux présidents, mais il y a aussi le président Museveni qui s'est déclaré. Pendant qu'on est là, il y a quelques semaines, il a appelé un sommet de la paix autour du Congo. Son initiative, il a dit une initiative de plus. L'initiative lui-même. Il a dit lui-même que moi, je suis en mesure d'apporter une solution mais disons-nous un peu les choses franchement. Est-ce que même Museveni là n'est pas aussi est notre ennemi, mais il est froid? Parce que Bunagana, qui est aujourd'hui occupé depuis plus de pratiquement 3 ans par l'ennemi, est frontalier à Ouganda. Et Paul Kagame l'avait dit clairement autrefois que, mais vous ne voyez que le Rwanda, mais il y a aussi l'Ouganda qui a fait rentrer les rebelles pour occuper Bunagana. Mais Vital Kamerhe, qui était président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité, l'a dit aussi, exactement. Il a dit, moi j'ai un témoignage, un ami qui est journaliste et qui est ougandais, il dit, il est rentré à Kampala justement pour ses vacances. En cours de route, les 2 personnes l'interpellent, il l'appelle par son nom. Il dit, il dit, oui, nous te reconnaissons, tu es journaliste. Nous sommes membres du M23, établi en Ouganda. Okay. Voyez-vous donc, l'Ouganda, c'est une base arrière aussi des ça veut dire que toute initiative qui viendrait de Museveni... Non, c'est-à-dire qu'il faut prendre ça vraiment en considération. Pour comprendre d'abord l'Ouganda, il faut rentrer dans ce pays-là pour comprendre que le pouvoir est sur 3 pôles. Il y a d'abord Yoweri Museveni en tant que président, il y a la femme de Yoweri Museveni qui est ministre, qui est influente, mais il y a aussi Mozi, le général, son fils, donc qui est pro-rwandais de temps en temps. En tout cas, c'est lui qui appelle Kagame son oncle. Son oncle, Kagame et son oncle, qui ont eu une enfance presque la même, on va dire presque la même, parce que Kagame ayant grandi en Ouganda. Donc, il y a ces 3 pôles de pouvoir-là. Yoweri Museveni qui regarde, qui est aujourd'hui octogénaire, donc qui n'a plus assez beaucoup de force, mais qui est le sage. N'oubliez pas aussi que la RDC, il y a quelques mois, mais en tout cas, il y a, on va dire peut-être 2 ans, avait envoyé une délégation aller voir le président Yoweri Museveni pour lui dire que si vous n'intervenez pas, nous avons besoin de votre voix. Voyez-vous. Mais il y a le jeu trouble de l'Ouganda. Il y a même des députés qui sont allés voir le président ougandais qui a dit, mais le président ougandais est contre le fait que la RDC se soit déportée, on va dire, soit aller jusque au sein de la SADC chercher la solution. Parce que pour lui, la question est dans la CIRGL, dans East African Community, elle doit être gérée au niveau régional. Écarter la SADC, écarter tous les autres. Donc, il y a tous ces jeux-là. Et n'oubliez pas, l'Ouganda qui a reçu dernièrement les négociateurs, les médiateurs africains, il a dit, le président Museveni qui parlait au président, à l'ancien président Olusegun Obasanjo, il dit, Olusegun Obasanjo, vous connaissez le Congo. Parce qu'il ne faut pas oublier que Olusegun Obasanjo a officié dans l'ONUC de 1960 au Congo. Okay. Donc, il connaît les sensibilités du Congo. Il dit, vous connaissez le Congo. Vous savez qu'en 1960, lorsque vous étiez là, et que il y a eu même un secrétaire général de l'ONU qui est mort dans l'avion parce qu'il venait de... Voilà, un nom un peu suédois compliqué là. Voilà. Donc, il dit, à l'époque, il y avait un certain Tshombe qui proclamait l'indépendance du Katanga. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une seule partie qui proclame l'indépendance. Donc, la crise est un petit peu relativement facile à gérer aujourd'hui, plutôt qu'il y a 60 ans. Alors, ça, c'est Museveni qui dit à Olusegun Obasanjo. D'accord. Voilà. On comprend qu'il y a assez de tractations diplomatiques autour de cette crise à l'Est. Francis Ochoudi, je vous salue. Comment vous avez analysé cette question dans votre rédaction de l'Informateur? Alors, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je crois que je suis à ma première participation je vous en prie. À cette tribune. Et donc,
je suis quand même très content et j'ai profité pour saluer les très pertinents Isami et mon frère à moi qui est là. J'espère tout simplement qu'on va passer du beau temps en train de discuter de questions d'État, des questions de la République. Alors la question directe que je vous pose, pourquoi toutes les initiatives diplomatiques auxquelles on assiste aujourd'hui n'arrivent pas à imposer une paix durable, en fait, ne fût-ce qui résout d'abord la crise qui sévit actuellement dans notre pays avant d'envisager installer définitivement la paix? Je voudrais quand même commencer par le principe en relations internationales qui dit qu'entre les États, il n'y a pas d'amis, mais il n'y a que les intérêts qui comptent parmi les États. Et donc ici, dans le cas très spécifique de la République démocratique du Congo, qui est notre pays, moi je pense que même Moïse, lorsqu'il voulait que le Seigneur Tout-Puissant puisse intervenir, je crois que la question qu'on a posée à Moïse, c'était d'abord de savoir ce qu'il avait en main. Alors pour notre cas, je crois que si toutes les initiatives que nous avons entreprises jusque-là n'apportent pas la paix et la véritable selon ce que nous attendons, c'est tout simplement parce que entre nos mains, tout ce que nous avons à présenter, c'est que nos minéraux, les richesses. Alors que nous oublions une dimension importante entre les relations qui existent entre les États, c'est le rapport de force. Ici, les rapports de force voudraient dire tout simplement que lorsque le voisin vous bouge sur les terrains des armes, il est impérieux que vous également vous puissiez répliquer de la même façon. En grandissant, j'ai appris quelque chose d'un vieux qui me disait, vous voyez, lorsque vous êtes en confrontation avec un ami, il ne faut pas vous révéler à ses génies. Il ne faut pas vous révéler en ses ordonnées. Ça veut dire que lorsque vous êtes en confrontation, lorsque un ami tient un bâton, il ne faut pas vous révéler aussi trop éloquent. Il ne faut pas rester dans la logique. Chercher à rétorquer par le même moyen. Parce que le corps ne peut pas faire face à un morceau de bois. Sûrement que le morceau de bois aura raison sur le corps. Voilà, aura raison effectivement sur le corps. Et ici, nous avons essayé avec autant d'initiatives sur le plan diplomatique, comme vous l'avez révélé ici, mais le résultat sur le terrain ne concorde pas avec les initiatives entreprises jusque-là. Et donc ici, pour répondre tout justement à votre question, l'échec, en tout cas, jusqu'à présent, il faut le dire, il y a un échec parce que la paix n'est pas revenue. Ça veut dire que les initiatives entreprises n'ont pas produit de résultats attendus. La cause, elle est simple et c'est parce que nous ne sommes pas en mesure de prouver de quoi est-ce que nous sommes capables sur le terrain. Donc nous ne sommes pas présents dans le terrain de rapport de force. Nous ne sommes pas présents dans les rapports de force parce que rappelez-vous, parmi les initiatives, il y a eu d'abord, on a commencé par la déclaration, la signature de ce que moi j'appelle les tensions de paix, l'accord de principe qui a été signé entre la déclaration de principe et RDC Rwanda. Donc il y a eu des éléments qu'on a mis dedans. D'abord, il faut commencer, j'ai sauté même la résolution 2773 qui a donné la possibilité à la République démocratique du Congo de sortir de ces zones, c'est que l'accord appelle les forces de défense rwandaises, et pourtant, je ne sais pas ce qui vient défendre en RDC. Et donc, cette résolution n'a jamais été d'application. On a la déclaration de principe entre les deux pays. Les éléments qui contiennent cette déclaration n'ont produit aucun effet. L'accord proprement dit entre les deux pays sous la conduite des États-Unis, à ce jour, à moins qu'on me rappelle sur ce plateau, qui est quand même des avancées significatives sur ce plan-là. Non, on peut vous apaiser, parce qu'il y a eu une réunion
La réunion du comité paritaire. La réunion du comité paritaire qui devra maintenant étudier les différents projets et les différentes opportunités qui se présenteraient pour les investisseurs américains. Juste pour dire qu'il y a une partie de l'accord qui est en voie d'être exécutée, mais la partie la plus entendue des Congolais, ça veut dire mettre fin à la guerre. Je salue votre là, prudence. on n'en parle pas. Je salue maintenant votre prudence. La partie la plus sensible dans cet accord, la plus sensible selon les États-Unis, c'est la commercialisation de nos richesses. Vous voyez un peu? Donc c'est une réunion qui a été convoquée pour évaluer tout justement comment est-ce qu'on va évoluer dans cette stratégie de commercialisation de nos richesses. Mais la partie la plus importante dans cet accord, pour nous qui sommes Congolais, c'est le retour de la paix. Alors évoluons à terme de pourcentage à combien est-ce que cet accord est évalué, est réalisé, exécuté sur le terrain. Bon, il est évident que aujourd'hui là, c'est vraiment en dessin. Eric Izami, je vous prends pour le compte d'Antenne A, mais je vais savoir, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a tellement d'initiatives diplomatiques que finalement on risque de tourner en rond? Mais justement, ici, on va exhumer les propos d'un géant, un acteur politique allemand, non le moindre, Otto von Bismarck, qui disait: la diplomatie sans une armée forte, c'est comme une musique en a cappella. Sans instrument. Voilà. Voilà. C'est ça notre défaut. Et aujourd'hui, là, on va se fier à quoi pour espérer la résolution de la crise? Doit-on évidemment absolument passer par évidemment, nous n'allons pas ici vendre du pessimisme aux nôtres, parce que les Congolais nous suivent, particulièrement aussi nos enfants. Moi, je pense que, encore une autre citation de Mohamed Ali, le boxeur, il dit: l'essentiel, ce n'est pas de se savoir par terre lors d'un combat de boxe, mais encore faut-il se dire: tiens, je suis par terre, qu'est-ce que je fais pour me relever? C'est cela notre rôle maintenant. Nous, par exemple, nous, journalistes, éclaireurs de la société, qu'est-ce que nous faisons pour reprendre conscience, pour dire que voici, nous avons été pendant X temps faibles dans Y domaine, qu'est-ce qu'on fait pour rectifier le tir? Nous sommes un pays convoité, n'oublions pas ça. Tous ces pays-là, au lieu de pouvoir nous regarder à la manière de France Fanon, qui dit c'est l'Afrique qui a la forme d'un revolver, la gâchette est chez nous, au Congo, Kinshasa, et ne nous regarde pas à la manière de France Fanon. Et nous regarde plutôt comme une belle femme, mais que personne ne veut prendre en mariage pour mettre à la maison. Et tous, ils veulent abuser de la femme que nous sommes, la RDC. Belle femme. C'est-à-dire, nous sommes convoités, à nous de pouvoir développer les côtés force. Donc c'est notre responsabilité de pouvoir pour que nous puissions faire peur aux voisins. Alors, pour rester toujours dans le Congo, vous savez, nous avons 26 provinces. Mais au centre, il y a une province que l'on appelle le Sankourou. Le Sankourou a Lomela, Kole, Katakokombe, Loja, Lusambo, Lubefu. Et dans les Sankourou, justement, on dit: les voisins qui n'étaient jamais vus avec une lance ne va jamais développer un côté de respect vis-à-vis de votre personne. Une peur. Oui. Donc, nous, peut-être la faute qu'on a commise depuis toujours, on avait même la possibilité d'aller au loin, jusqu'à, par exemple, c'est peut-être trop posé, mais je le dis, à enrichir l'uranium pour développer, par exemple, l'arme nucléaire. Parce que nous avons les atouts pour faire peur à tous nos voisins. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui nous malmène, c'est l'Ouganda qui est faiblement évoqué, mais en réalité, parfois on dit même que l'Angola, qui aujourd'hui nous offre des bons offices, parfois nous tire aussi des pétroles au niveau des plateaux continentaux ici, vers banana. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer... Justement, c'est comme ça que nous devons nous faire en sorte que nous puissions refaire notre manière de penser sécurité. Puisque nous savons déjà être belles femmes, nous devons préserver sécurité cette belle femme. Excusez, Eric, je voulais vous enrichir. On attend toujours dialogue entre politiques, tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans notre pays une conférence ou je dirais un dialogue des scientifiques pour justement arriver à proposer des solutions idoines par rapport à notre sécurité? Comment on doit assurer la sécurité? À propos, on a été précurseurs. À propos, on a été précurseurs. Mais notre vrai problème, c'est la qualité d'homme. On a eu un dialogue fantastique à Sun City. Bien avant ça, on a eu un autre terriblement applaudi. La CNS,
on était des enfants, conférence nationale souveraine. Absolument. Mais qu'avons-nous pas fait pour nous mettre ensemble? Mais ceux qui sont ésotériques nous diront, tiens, les léopards, c'est le seul félin qui a un instinct grégaire faible. Tu ne verras jamais un léopard en famille. Jamais un léopard, une léoparde et les petits léopardos. Non, c'est un félin solitaire. Il n'a besoin de la léoparde que lorsqu'arrive le moment de la chaleur. Nos acteurs, je veux dire par là, pour être clair dans mon langage, nos acteurs politiques n'ont pas encore jusqu'ici développé l'amour que nous attendons d'eux, à 3 niveaux. L'amour qui voudrait qu'ils puissent nous pousser à nous, population, d'aimer notre terre-mère qui nous a tous vu naître et grandir. D'abord, commencer par là. Ensuite, deuxième palier de l'amour, nous aimer. Bon, peut-être que nous aimer, ça sera trop nous demander. Nous accepter les uns les autres, deuxième niveau. Et puis, penser à un amour qui va protéger les nôtres qui vont venir, la génération future. Nos acteurs politiques congolais aujourd'hui n'ont pas encore réussi véritablement à nous donner cette recette-là. Voilà pourquoi toutes nos rencontres, on réfléchit bien, on parle bien, on s'accorde aussi bien. Mais lorsqu'arrive seulement le moment d'exécution, on se dit, il y a cassé. Là, on s'est divisé. Alors là, il nous faut un sursaut quand même, mais de la classe dirigeante d'abord, parce que c'est celle-là qui va donner l'impulsion à nous autres populations lambda de pouvoir suivre le pas. Voyez-vous, chez nous, il y a des gens qui peuvent, par exemple, avoir été vraiment à l'abri de besoins, mais qui, du jour au lendemain, ils peuvent basculer d'une vie nantie à une vie de rebelle. Je ne sais pas, on peut vraiment... Je prends un cas pour illustrer. Ça va vraiment pas, ça déchire. Ouais. Je prends un monsieur comme Corneille Nangaa. Il a ses raisons. Mais, même si on pourrait respecter le point de vue des uns des autres, mais nous ne jusqu'à devenir rebelle, oui, c'est inacceptable. Inacceptable. C'est inimaginable. Et voilà pourquoi les autres peuples arrivent par moments à se moquer de nous. Excusez-moi d'évoquer ces petits cas. Je reviens de Libreville, où on a eu une rencontre de CIPREF. La presse francophone, on se retrouvait là-bas, plusieurs pays, plus de 26 pays. Il a plu pendant 3 jours dans Libreville. Je n'ai pas entendu dans les informations parler des maisons qui ont été emportées ou morts d'hommes. Mais chez nous, nous à qui Dieu a tout donné, il suffit seulement qu'il pleuve là. Vous voyez ce qui va arriver. C'est-à-dire, nos autorités sont ici invitées à pouvoir nous offrir un amour à 3 niveaux. Nous aider à travailler de façon à pouvoir nous envoyer vers l'amour de cette mère qui nous a tous donné la vie, la RDC. Et puis, nous accepter les uns les autres, même si on est en désaccord, mais que personne ne puisse penser prendre les armes pour s'attaquer à la nation. Ça, c'est vraiment condamnable. Et puis après, on pense toujours à la génération future. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Et là, nous aussi, journalistes, nous avons fort à faire à pouvoir interpeller. Alors, aussi longtemps que nous n'allons pas recréer une armée forte, réellement nationale, équipée, professionnelle, motivée, j'ai marqué sur le mot motivé. Okay. On te donne l'argent pour donner la solde aux soldats. Il ne faudrait pas aller acheter des véhicules avec ça ou marier les femmes, non. C'est-à-dire, etc. Je pense que ça va aller. Mais là, il faut aussi dire que tous nos acteurs politiques ne sont pas toujours mauvais. Il y en a de bons, mais je pense que la proportion de ceux qui sont bons doit plutôt aller au-delà de ceux qui sont mauvais pour que l'on sache distinguer le bien du mal. D'accord, merci beaucoup. Avancer, et il y a espoir que demain sera meilleur. Parce que là, déjà, je sens que de tout ce qui est fait, c'est pour justement nous départir de ces jougs-là. Mais nous constatons qu'il y a tellement d'initiatives, mais que les résultats ne suivent pas. Mais pendant ces temps, Géopolis nous dit que... Non, il faut pas oublier, cher Philippe, que oui. L'agression ici, nous autres, on a vraiment pris conscience que c'était une agression un peu tardivement. Mais ça a duré 3 décennies, ce n'est pas rien. Non, mais c'est parce qu'aussi on ne voulait pas écouter. Hein, parce que la question de l'agression, Mouzé de son temps l'a évoqué à maintes reprises. Il n'était pas cru. Et je crois que c'est par rapport au régime actuel, on peut tout dire, il y a des choses à décrier, mais le fait de parler de cette affaire et d'en faire vraiment large écho dans tous les... Et ça veut tout simplement dire que comme depuis Mouzé, on parle toujours agression, et finalement aujourd'hui, que même les Congolais que vous voyez à la tête d'un mouvement rebelle, ce ne sont que de patins, ce ne sont que des personnes de manipulées. Et donc, aujourd'hui, la population finit par comprendre qu'effectivement, et même la communauté internationale, qu'il s'agit
Exactement. L'agression rwandaise. Exactement. Et il faut y mettre fin. Et puis, peut-être pour terminer ces chapitres-là, vous savez, très souvent, les petits pays, en termes de superficie, quand ils sont généralement aux côtés des grands pays, ils ont toujours tendance à pouvoir attaquer. L'histoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la Chine l'a vécu avec le Japon. Ceux qui suivent généralement le film de Jet Li vont vous le dire. Et Jet Li le met en illustration. Le Japon a attaqué, assiégé, affligé les Chinois. Mais avec deux personnes, Zhou Enlai et Mao Tse-tung, ils ont posé des jalons de la prise de conscience collective. La nécessité d'envoyer les enfants à l'école et à la bonne école, de faire de la sécurité une priorité essentielle. Aujourd'hui, même les États-Unis, pour s'attaquer à la Chine, ils doivent réfléchir par deux fois. Ouais. C'est ce à quoi nous devons nous aboutir. Et nous, journalistes, censés apporter la lumière dans la société, nous devons nous mettre dedans, dans cette ligne-là, pour éclairer les nôtres. Et je pense que, nous allons nous relever. Nous ne sommes toujours pas boiteux. Alors, ce que je voulais dire tantôt ici, c'est que pendant que nous constatons qu'il y a assez d'initiatives diplomatiques et que les résultats sur le terrain ne suivent pas, Géopolis nous avons abrévé avec un thème, un titre, l'Union africaine et la MONUSCO, optimiste malgré les réalités sur le terrain. Mais de quel optimisme alors parle-t-on? Alors, voilà, si vous me permettez de rebondir un petit peu sur ce que mon frère Ochoudi et puis mon frère Ezami ont dit tout à l'heure. D'abord, il faut c'est vrai, on est tous d'accord que le côté force armée, on l'a peut-être perdu, mais ça a commencé depuis Mobutu. Nous, on dit aujourd'hui que le conflit que nous vivons aujourd'hui, c'est un conflit d'il y a 30 ans. Et que, bon, pour se relever et retrouver la normalité, ça pourra prendre aussi du temps, ce qui est normal. Mais le conflit lui-même, les germes du conflit, on peut le remonter jusqu'à 100 ans. Les années 1920, lorsque les Allemands perdaient le contrôle de Kigali, lorsque les Belges arrivaient, il y a eu compénétration des populations, tout ça, c'est aussi les germes du conflit. Donc, je pense que c'est peut-être dans le temps aussi que ça va se régler. Et la diplomatie, pour moi, et je crois que vous serez d'accord avec moi, c'est aussi une autre arme que nous avons. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la voix du Congo est quand même écoutée. Ouais, et que Kagame, qui était vu comme le leader de la région qui a relevé la nation, est regardé autrement aujourd'hui grâce à la diplomatie. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant que nous parlons aujourd'hui, le Congo est au siège au Conseil de sécurité de l'ONU, au Conseil de paix et sécurité de l'UA, ainsi de suite, CIRGL, CAC, on a fait même... Et nous candidatons aussi pour l'OIF. L'OIF, bien sûr, là aussi, il y aura bataille. Alors, on dit, Géopolis a justement décrit que la MONUSCO et l'Union africaine sont optimistes, mais que bien que la réalité est autre, il ne faut pas oublier que l'aéroport de Goma a reçu un premier vol. Hier, pendant que alors ça, c'est le vol de la MONUSCO aussi. De la c'est un hélicoptère de la MONUSCO. Un hélicoptère de la MONUSCO qui a atterri à Goma. C'est un signe de décrispation de la crise. C'est un signe parce qu'aujourd'hui, la représentante ad interim du secrétaire général de l'ONU, Van Per, voilà, a rencontré les rebelles. Donc, c'est un signe que malgré que le terrain donne des informations qui ne rassurent pas, mais la diplomatie avance et ça pourra peut-être avancer dans la bonne marche parce que il ne faut pas oublier que Goma, telle qu'elle est là, cette ville-là, il ne faut pas penser la récupérer avec des armes. Il y aura encore mort d'hommes. Rappelez-vous qu'il y a une année, on parle d'au moins 10 000 morts autour de Goma. Et donc, le fait que l'aéroport, c'était un vœu soit fréquentable pour l'instant. Bon, on a vu un premier hélicoptère atterrir et que la dernière fois, le chef de la MONUSCO a dit, la dernière fois qu'il y a eu un avion qui a atterri ici, c'était moi et que moi-même je suis arrivé aussi. Donc, mais pendant ce temps, pendant que l'Angola, l'Union africaine qui a salué justement les engagements qui ont été pris à Doha début février, pendant que l'Angola a appelé à un cessez-le-feu avec obligation diplomatique pour dire à la RDC, à toutes les parties en tout cas engagées, de faire une déclaration publique. Vous venez de le suivre il y a quelques minutes, la RDC a fait sa déclaration publique. Ouais. Et donc, c'est de l'optimisme
Il faut souligner pour ceux qui nous suivent la déclaration publique concernant le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu. L'engagement de s'engager dans le cessez-le-feu. Donc la RDC prend acte de l'initiative de cessez-le-feu venant du président angolais, mais il reste la position maintenant de M23 qu'il n'a pas donné, mais je sais qui n'est pas encore donné, qui n'est pas encore donné. Oui. Je sais que même pour sauver les apparences, le M23 donnera. Même pour sauver les apparences. On sait que pour sauver les apparences, justement, chaque parti dit qu'on veut une paix négociée, une paix politique, une solution politique. Mais dans le fait, c'est que les revendications vont continuer, justement, les FDLR et ainsi de suite. Mais aussi, une chose à ne pas négliger, pendant que chacun s'engage pour la paix, on ne va pas peut-être remonter sur tous les engagements ici, il y a quelques jours en tout cas, moins d'une semaine, le M23 a présenté des bataillons, des nouvelles recrues qui viennent de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est prêt pour la guerre. Donc ce sont des signaux un peu contradictoires. L'optimisme d'un côté et la dure réalité, la réelle politique qui nous vient du terrain. Mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais ce qui est vrai, c'est que les nations font la politique de leur géographie aussi. Tôt ou tard, il va falloir trouver une intelligence économique, bien une intelligence de paix avec le Rwanda qui restera. C'est un sujet qui continuera à faire couler d'encre et de salive. Maintenant, on va changer quand même un peu des chapitres. Non, avant de changer, moi je voulais quand même placer un mot. Allez-y. Si jamais je ne le disais pas, je vais me faire mal quand même. Je note une chose. C'est vrai, aujourd'hui, nous on a quand même conclu des accords avec les Américains. Aujourd'hui, il a évoqué, il a effleuré, il dit. D'un côté, les Américains attendent d'avoir des minerais, tout ça, à faire les commerces et tout ça, gagner de l'argent. Mais nous, ce n'est pas les minerais qui nous intéressent à proprement parler. Nous attendons plutôt la paix, qui n'arrive toujours pas. Mais ici, il faut dire que la grande puissance a la capacité de faire, parfois de refuser de faire, d'empêcher de faire, et même de faire faire. Tous on a vu comment est-ce que Ouvira a été tombé. Et tous on a vu comment est-ce que les États-Unis ont grondé, et ils se sont retirés d'Ouvira. Donc, c'est-à-dire que même c'est toujours possible pour les Américains de pouvoir dire au M23 ou à X ou à Y que je ne veux plus vous entendre sur ce terrain-là, retirez-vous. Ils vont aussi obtempérer. Alors, on va quand même essayer de continuer. On va essayer de continuer de croire en la bonne foi des Américains, de pouvoir nous aider jusqu'à ce niveau. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que, attention, les M23 ont occupé Ouvira juste après la signature de l'accord entre le Rwanda et la RDC. Est-ce que ce n'était pas dans l'optique de justement venir se retirer pour faire bonne figure à la fin du monde, que non, nous sommes de bonne volonté, nous voulons négocier. Non, il n'y a pas de bonne volonté quand vous avez tué autant de gens. Alors en même temps que j'ai dit que les Américains ont toujours cette possibilité de pouvoir tout arrêter à l'instant, on va changer de sujet. En même temps, je nous invite à pouvoir être sérieux dans tout ce que nous faisons pour recréer notre appareil de sécurité et nous défendre nous-mêmes. J'aurais voulu quand même en une minute, on termine ce sujet, on passe à l'autre. J'aurais voulu placer un mot par rapport à la question qui a été posée. C'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on ne se met pas ensemble pour réfléchir, en fait, de trouver des mécanismes pour finalement démontrer une force de terrain. Non, mais ce n'est pas la réflexion qui nous manque. Ce n'est pas les réunions, les grandes conférences qui nous manquent en RDC, mais seulement l'homme politique congolais s'est éteint. En fait, sous Kabila, vous avez assisté à des professeurs d'université qui ont rappé pour la gloire d'un individu. Ouais. Et sous Tshisekedi, vous avez encore des professeurs d'université qui se transforment à des atalaks. Enfin, des opportunistes. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai dit tout justement, que l'homme politique congolais s'est éteint, mais ce n'est pas les conférences qui nous manquent. Et donc, je rejoins en partie ce que Isa m'a dit. Il y a un travail à faire, et le travail ne devra vraiment pas se faire avec des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre, parce qu'il y a des gens, pour eux, il n'y a que des avantages. Il n'y a qu'une politique du ventre qui compte. Avec ce genre de personnes, c'est difficile de construire quelque chose de durable. On passe à notre sujet, parce que c'est à nous. Les temps courent. Francis Ochoudi, nous sommes encore en forme et en position d'échanger des choses. On va essayer d'échanger des chapitres. On parle quand même de
de salaire de fonctionnaires, ça traîne. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais il y a un document officiel qui a fuité où le vice-ministre de Finances demande un prêt, quasiment, de 70 millions aux banques privées pour pouvoir permettre de payer le fonctionnaire. Mais dans l'entretemps, la question que je me pose, Eric Izami, je commence par vous. Il y a d'un côté des communicants ou des communicateurs de ministres des Finances, du ministère des Finances, qui nous disent non, on a déjà payé les fonctionnaires, mais de l'autre côté, on voit un document pareil où le gouvernement cherche un prêt de 70 millions. Quelle contradiction? À quoi on joue? Ah ben, c'est quand même difficile, hein, parce que c'est aussi vrai. J'ai suivi plusieurs personnes nous dire qu'ils n'ont pas été payés, et c'est vrai, c'est pas seulement pour ce mois qui vient de passer, ou le mois en cours, mais même avant que nous allions à la Noël et la bonne année, oui. Je crois qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires qui n'avaient pas été payés. Mais il semble que ça se fait progressivement. Mais c'est des choses à éviter. Mais en même temps, nous sommes un pays agressé, il y a l'effort de guerre, il y a tellement de choses. Alors maintenant, là, il nous faudra mener des enquêtes véritablement. Parce que moi, j'ai vu aussi la lettre là évoquant le fait que le gouvernement sollicitait un prêt de 70 millions de dollars américains auprès de banques commerciales. Est-ce que celles-ci ont déjà donné cet argent? Pas encore, pas encore. Est-ce que les fonctionnaires, tous ont été déjà payés? Pas encore. Je sais que ça va progressivement. Parce que d'abord, il faudrait que le ministère du Budget engage pour que le ministère des Finances puisse ordonnancer afin qu'in fine, la Banque centrale puisse décaisser et que l'on puisse commencer à payer les gens. Alors, on ne peut pas non plus payer tout le monde au même moment. Je sais qu'il y a toujours une priorité. On commence par les militaires et les gens de sécurité, et peut-être le policier et tout ça, les enseignants et les médecins, et puis ça va aller petit à petit jusqu'à atteindre tout le monde. Ici, il nous faudrait juste formuler de vœux. Que vous savez, quand on ne paye pas, je crois que ça détruit un peu même la confiance. Et surtout que ces jours-ci, particulièrement pour Kinshasa, on a asséné la population en demandant moult choses. Assurance, vignette, permis de conduire, contrôle technique. Et quand vous demandez à une telle population autant d'obligations comme ça qui arrivent à avoisiner 564 $. C'est pas rien. Ouais. Déjà, aux Congolais lambda, est-ce qu'on donne cet argent-là? Je ne pense pas. Non. Donc, je crois que le vœu ici serait que l'on puisse payer les uns les autres pour que nous puissions huiler la machine pour que ça ne se grippe pas. Ah d'accord. Patrick Ilunga, en quelques mots, sur un commentaire par rapport à cette question de l'impayement des fonctionnaires. Voilà. D'abord, le document, moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne l'ai donc pas vérifié, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas confirmer s'il est authentique ou pas, mais peut-être on ne va pas s'alarmer tant que ça, parce que le gouvernement, dans la tradition, a l'habitude de faire des emprunts à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, même le FMI, quand il arrive, c'est de l'argent que le FMI amène ici, pour justement continuer. Le gouvernement a l'habitude de faire ça. Maintenant, est-ce que ça a été exagéré? On a l'impression plutôt que cette année, en tout cas, dès deuxième moitié de 2025, ça a été un peu exagéré. Les fonctionnaires commençaient vraiment à crever, quoi. Alors, moi, je me rappelle qu'il y a eu une... Non, en fait, le plus grand problème, c'est qu'on a un budget présenté de 22 milliards, si je ne m'abuse pas, oui, 22 milliards de dollars pour 2026. Mais dans l'entretemps, des prévisions. Mais il y a aussi assez de détournement des fonds. Les 70 millions là qu'on demande aux banques privées, on a entendu des gens se les remplir les poches ici. Bien sûr, donc c'est une question d'équilibre important à trouver, mais il y a, c'est que j'étais en train de dire, une mission du Fonds monétaire international qui a été ici, qui a fait le diagnostic des finances congolaises. La mission dit, il y a deux problèmes majeurs dans les finances congolaises. Un peu rapidement. La première, c'est que tout ce que vous produisez va dans le fonctionnement, la paie, tout ça, l'enveloppe salariale, elle est lourde pour faire fonctionner aussi les institutions. Mais deuxième problématique, c'est les questions de dépenses de souveraineté, dépenses sécuritaires. Ça prend tellement une grande partie de ce que la RDC produit que nous sommes agressés. Il faut trouver, oui, justement, mais il faut trouver un équilibre dans tout ça pour ne pas que mais on va se rassurer, l'État n'est pas en défaut de paiement. Ça va arriver, peut-être qu'en actionnant parce que le budget est en train d'être actionné, en tout cas le 2026, on va peut-être être
optimiste pour voir les choses changer parce que les fonctionnaires ne peuvent pas continuer à pleurer. On a été habitués à les voir. On ne va quand même pas leur demander de continuer à serrer la ceinture. Non, on ne va pas demander ça. D'accord. Francis Ochoudi, un commentaire et puis on passe à un autre sujet rapidement. Tout justement, vous savez que le salaire a un caractère alimentaire. Ouais. Vous savez que les parents peinent, tout ça. Mais il y a quand même quelques éléments qu'il faudrait prendre en compte. Vous savez qu'avant que cette situation n'arrive, il y a des professeurs, il y a des gens qui ont alerté sur la baisse artificielle du taux de dollar. C'est parmi les éléments aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Et donc on a alerté, on a dit il faudrait tirer attention. Dans Godin Poy, voilà, les députés Godin Poy. Heureusement vous les citez. Donc il faudrait, on n'a pas pu prendre au sérieux tout ce qui a été dit autour de la baisse artificielle du dollar. Et les conséquences aujourd'hui, c'est que il y a un problème au niveau de la mobilisation de recettes. Ça, il faut le reconnaître. Et par rapport aux documents, il est vrai que je ne peux pas, moi ici, surtout que je ne peux pas authentifier le document auprès du ministère de Finances. Il va falloir qu'il y ait peut-être après ici, je puisse entrer en contact parce qu'on est journaliste, on ne peut pas divaguer sur des questions aussi importantes d'intérêt général comme ça. Et donc si c'est vrai que le ministère a demandé un prêt auprès des banques, moi, je trouve que ce n'est pas la première fois, il a dit. D'ailleurs, rappelez-vous que vers décembre de l'année qui vient de se terminer, il y a eu un petit blocage par rapport aux dettes que les banques ont par rapport la RDC, le pays, le gouvernement congolais, a par rapport aux banques. Vous rappelez-vous de Caritas qui a bloqué, qui n'a pas voulu payer les fonctionnaires de l'État à temps, prétextant que le gouvernement puisse d'abord empirer certains comptes. Et donc ça, c'est aussi un autre élément. Un autre élément, c'est que parce qu'il y a quelque chose, il y a certains éléments que l'on devrait organiser au niveau du ministère du budget, et tout ça, ça concourt à un retard que nous sommes en train de constater justement aujourd'hui, surtout que en début de toute année, rappelez-vous, même en 2025, en janvier 2025, si vous vous rappelez un peu, vous allez constater qu'il y a eu toujours un petit retard en début d'année pour que les fonctionnaires de l'État puissent être payés. Mais c'est que nous Eric demandons... a déjà signalé plutôt que c'est depuis la fin de l'année 2025. Voilà. Et donc, tout ce que nous pouvons demander, formuler comme demande ici auprès des autorités, c'est que, comme nous l'avons rappelé au début, le salaire a un caractère alimentaire chez nous. Il y a des familles. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un bailleur de ne pas vous mettre la pression sur le loyer parce que le gouvernement n'a pas encore payé, surtout que le langage courant, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui a construit ces maisons, et donc ça pèse sur les épaules de nous qui sommes parents. D'accord. Et donc il faudrait nécessairement que le gouvernement... Le salaire a un caractère... Dans cette gloire-là d'un budget éléphantesque de 22 milliards autour de ça. On va pas revenir sur ça. Que ça soit une réalité sur le terrain pour que les parents puissent quand même... On va parler de la violation de nos frontières, une fois de plus, par un réseau de télécommunications MTN Rwanda. Ça, c'est un sujet qui a été exploité par Antenne A. Je demande à la réalisation de nous proposer ces reportages de Antenne A. À Cape Town, au cœur des échanges, nourris sur ce que devra être l'avenir du secteur minier sur le continent africain, le ministre... À Cape Town, au cœur des échanges, nourris sur ce que devra être l'avenir du secteur minier sur le continent africain, le ministre congolais de Mines, Louis Watum Kabamba, a pris part à l'ouverture officielle de la 32e édition de Investing in African Mining Indaba, avant de poursuivre un agenda dense de rencontres et de panels stratégiques avec les autres partenaires du secteur. Mercredi 11 février 2026 a été la journée consacrée à la République démocratique du Congo dans un contexte particulièrement marqué par des tensions géopolitiques à l'échelle internationale. Le ministre Louis Watum Kabamba a réaffirmé la nécessité pour le pays africain de bâtir des partenariats stratégiques équilibrés fondés sur leurs intérêts souverains et sur les attentes légitimes de leur population. À ce breakfast consacré à la République démocratique du Congo, Louis Watum Kabamba a plaidé pour la mobilisation d'un capital courageux, capable cette fois-ci d'investir durablement dans des environnements complexes, étant convaincu que l'investissement responsable est un levier essentiel de développement
de stabilité et de paix. Par ses membres du gouvernement central de la République démocratique du Congo, Kinshasa a réitéré encore une fois son ambition de diversifier les partenaires, les types de minerais exploités et surtout les zones d'exploitation à travers le territoire national. La République démocratique du Congo renforce sa vigilance face aux menaces pesant sous sa souveraineté numérique. Reçu en audience par la première ministre Julie Soumino Atuluka, le ministre des Postes et Télécommunications et les principaux acteurs des secteurs ont planché sur l'intrusion présumée d'un opérateur étranger utilisant illégalement les fréquences congolaises. Au centre des échanges, l'association de la société MTN Rwanda, accusée d'exploiter les fréquences nationales, la chef du gouvernement a instruit l'autorité des régulations de postes de télécommunications de prendre immédiatement en charge le dossier et de saisir les instances internationaux tentent. José Pandaka Bango évoque une question technique nécessitant une réponse rapide du régulateur avant toute démarche. L'audience a également abordé la qualité des services de télécommunications, notamment dans la province de la Mongala. Des mesures sont annoncées pour améliorer la couverture réseau et accélérer la connectivité des territoires encore mal desservis. Violation de frontières de la RDC par MTN Rwanda, Eric Izami. Est-ce que le Congo est en position de hausser les tons pour ce qui est de la violation de nos territoires dans le parti occupé par la rébellion, enfin par le Rwanda aujourd'hui? En position de hausser les tons, pas tout à fait, mais en droit de hausser les tons, oui. Parce que j'étais en train de dire ici que nos acteurs politiques devraient nous aider à pouvoir développer un amour par rapport à cette mère qui nous a tous donné la vie, la RDC. Mais nous-mêmes, nous avions beaucoup trop tangué, on a beaucoup trop botté en touche, on a beaucoup trop prioriser nos propres intérêts personnels plutôt que la nation. Et c'est comme ça que je nous recommande à nous tous de mettre ça en tête, que le plus grand des chantiers, c'est le renforcement de l'État. L'État qui suppose un territoire, la population, les dirigeants, et puis lequel ont une personnalité juridiquement respectée à l'interne comme à l'extérieur. Notre vrai problème, c'est que les Congolais ne s'acceptent pas, même pour de petits intérêts mesquins, ils priorisent le leur plutôt que les intérêts de la nation. Voilà pourquoi même les petits pays comme le Rwanda nous font des incursions. En réalité, si nous étions sérieux, mais franchement, on ne ferait pas ça. Aujourd'hui, ils en sont à faire ça parce que eux, dans leur côté mesquin, méchant, ils planifient leurs actions. Et quand ils planifient leurs actions, ils se montrent apparemment aussi solidaires, même dans le mal, pour pouvoir parvenir à leur objectif. Mais chez nous, c'est quoi? Nous sommes là, le chef vous fait confiance par exemple, et puis lorsqu'arrive le moment de pouvoir matérialiser ce qui va nous faire avancer, parmi nous, il y aura des traîtres qui vont vendre la mèche, et voilà pourquoi on nous met à genoux. Le chef de l'État ancien, Joseph Kabila Kabange, disait qu'il n'avait pas 15 personnes, même l'actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sentons qu'il a eu à faire le bon casting. Il a un problème dans certains collaborateurs qui peuvent vraiment l'aider. Dans certains domaines, mais dans d'autres, on sent qu'il y a toujours trahison. Parce que moi, par exemple, j'étais étonné qu'on peut être même ambassadeur itinérant des chefs de l'État et être très rebelle. Ça ne va pas. Donc, il y a vraiment un effort à faire. Et pour moi, nous devons, nous, aller au niveau des instances international, parce que je disais que nous en avions le droit, pour pouvoir hausser les tons, dire que ce n'est pas faisable. Si nous, RDC, nous respectons la norme, tout le monde doit respecter la norme. On ne peut pas venir dans notre territoire et puis œuvrer, amasser de l'argent et puis continuer à tuer impunément. Et voilà pourquoi je disais que les Américains, parce qu'ils sont super puissants, ils avaient la possibilité de tout arrêter. En réalité, le Rwanda, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière le Rwanda, il y a beaucoup d'autres intérêts supérieurs au Rwanda même lui-même et qui arrivent à nous assiéger. Mais je crois que si nous sommes organisés, vous savez, même quelqu'un qui est pauvre, s'il est très respectueux de ce qu'il doit être, de ce qu'il fait, de ce qu'il doit projeter dans l'avenir, même vous qui êtes riche, vous allez avoir le respect de celui-là qui est pauvre, mais qui sait se conduire. C'est comme ça que nous devons être. Et moi, je pense que nous, journalistes aussi, nous avons fort à faire. Et c'est comme ça que dans de petites choses, en famille, à l'école, dans nos églises, nous devons cultiver ce qui est positif, ce qui nous grandit et mettre de côté. Enfin, moi, j'aime beaucoup le côté moral d'Eric Izami. Mais c'est très bien. C'est un moraliste. Ouais, mais on passe la parole à... un petit... Je te donne juste une illustration. Alors, s'il vous plaît, non. Je termine. Une phrase. 30 secondes. Rien qu'avec l'arachide, le Sénégal aujourd'hui a des TGV.
Nous, on a coltan, manganèse, gold, cobalt, cuivre, on n'a rien. Ouais, il y a même un grand responsable de ce pays qui m'a dit une fois que le Congo n'a pas la classe politique dirigeante qu'il mérite. Et moi, je veux pas de cette qualificative. Francis Ochoudi, est-ce que comment vous percevez cette question-là? Le MTN nous fait incursion dans la partie occupée par le Rwanda. Impunément. Est-ce que la RDC doit affûter tout un dossier là-dessus pour aussi saisir les instances internationales? Parce qu'il y a quand même aussi des dommages qu'il faut payer. Alors, j'aime beaucoup quand même partager le même plateau de télé avec un peu rapidement avec Eric, parce que il a ses côtés un peu trop moralistes et ça permet un peu de... C'est le seul qui rappelle aux journalistes leurs responsabilités. Mais vous savez, moi je trouve tout simplement que c'est quand même scandaleux qu'on se réveille pour dire que j'ai attendu, si on nous a dit que la première ministre a tapé du poing sur la table parce qu'on a violé l'espace. En fait, soit on a la conscience et soit on ne l'a pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des zones où Kinshasa ne gère pas. Nous avons des zones où Kinshasa n'a plus accès. Et je me demande pourquoi est-ce que une société rwandaise qui vient fonctionner dans cette partie qui n'est pas gérée par Kinshasa puisse étonner les gens. Donc ça veut dire que nous n'avons plus les contrôles. Et donc ceux qui sont là-bas disposent de cet espace comme ils les attendent. Donc je ne voudrais pas ici qu'on puisse se présenter cette situation comme si elle est supérieure par rapport aux richesses qu'on est en train de voler là-bas. Est-ce que vous avez une idée de combien de camions de richesses qui traversent la frontière à ce jour? Et pourquoi est-ce que, tout simplement parce que cette société MTN plutôt, on perd, que ce soit de manière illégale. Déjà que cette partie, tout ce qu'on fait actuellement, je vous rappelle ici, ISAM, qu'il y a une administration parallèle par rapport à Kinshasa qui fonctionne là-bas. Il y a des taxes qui sont payées. Nous avons des maires, nous avons des gouverneurs nommés par la rébellion. Et de quoi est-ce qu'on doit s'étonner ici? Donc la vraie solution, c'est que il faut que nous, en tant que, justement, je dis, le pouvoir de Kinshasa puisse miser et récupérer l'intégrité du territoire national pour avoir normalement le contrôle sur tout ce qui se passe. Patrick Ilunga, votre point de vue. Bon, d'abord, par rapport à cette question de l'incursion de MTN dans notre territoire. Voilà, je crois que symboliquement, il fallait taper du poing sur la table, mais c'est symbolique simplement parce que les nations marchent comme ça, hein. Ceux qui sont faibles, on les écrase. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme, c'est comme ça. C'est pourquoi, tout à l'heure, je crois que sur le plateau, on avait, je crois que entre Francis et Eric, quelqu'un avait proposé qu'on ait une armée forte. Pourquoi? Parce que les nations se respectent seulement dans l'équilibre de la terreur. Depuis que les États-Unis et l'URSS ont l'arme nucléaire, ils ne se battent jamais de face. Ouais. C'est l'équilibre de la terreur qui marche. Donc, commencez à pleurnicher. On va aller dans les instances internationales. Je crois que ça ne nous honore pas, mais il fallait faire peut-être du bruit pour que cette question soit entendue. Mais la question, au-delà de sa dimension de souveraineté, a une dimension hautement technique. Je pense, parce que si vous vous retrouvez au niveau de la Gombe à côté du fleuve Congo, vous avez de temps en temps aussi les informations de MTN Brazzaville, n'est-ce pas? Et je crois que cette question de fréquence, on l'a eu quelquefois, on a failli l'avoir avec Brazza aussi. Donc, est-ce que c'est fait de manière à violer la souveraineté du Congo ou bien est-ce que c'est techniquement, parce que ceux qui ont grandi du côté de Goma là, ils disent non, mais c'est une question qu'on a toujours eue depuis toujours. Alors il faut analyser bien la question, mais maintenant, au-delà de tout ça, nous sommes ici, nous devons nous rendre à l'évidence que nous sommes dans une balkanisation de fait. Parce que ce que nous disons ici, c'est pas ce qui s'est dit là-bas. J'ai été surpris une fois de suivre RTNC Goma.
Mais là-bas, c'est les autorités rebelles qui sont mises en avant. Donc, c'est une administration fonctionnelle. Ok, d'accord. Même la décision qui avait été prise à l'époque de fermer les frontières à 15 h, mais les autorités de là, ils ont changé et ça, c'est autre chose. D'accord. On venait de nous balancer 2 reportages. Il y a aussi la question de la conférence, je peux l'appeler comme ça, Indaba Mining, Eric Izami. Quelle est la posture que prend la RDC dans ces assises qui concernent bien entendu les opérateurs économiques, mais qui sont dans le secteur de la mine, des mines plutôt. Merci cher Philippe. Cette fois-ci c'était la 32e édition de Indaba Mining. Le mot Indaba, c'est un mot zoulou qui veut dire les nouvelles, Basango, news, les infos. Alors, dans ces forums-là, c'est une rencontre de tous les opérateurs du secteur au niveau mondial qui prennent toujours rendez-vous au mois de février à Cape Town pour donner des opportunités, discuter sur ce qui doit être fait, etc. Lors de la 31e quelle est la particularité de cette édition pour la RDC? Justement, on ne peut pas parler mine sans qu'il y ait la présence de la RDC. Nous sommes, nous, producteurs du cuivre, cobalt, lithium, zinc, tout ce que tu peux imaginer là. Nous avons ça. Alors, la particularité, c'est que notre ministre, d'ailleurs, là, je salue les castings du chef de l'État et du gouvernement parce que lui, Ouatum Kabamba, l'actuel ministre de Mines, c'est vraiment un ingénieur qui connaît ces secteurs-là. Et vous aurez même remarqué qu'il nage vraiment comme un poisson dans l'eau. On a longtemps entendu avoir un technicien dans le secteur aussi. Il s'y connaît. Et il a cheminé très bien parce qu'il a été d'abord à l'industrie avant de venir dans le mine. Et c'est comme ça que vous aurez vu que les lignes bougent positivement par rapport d'abord à ce qu'il a pu faire. Il a eu à faire, j'allais dire, au niveau de la province de Haut-Ouélé, où il a fait ses preuves. Je prends ici la cité de Dokodouba, dans le Haut-Ouélé, dans le territoire de Ouatsa, où ils sont venus avec un projet intégrateur avec Dr Marc Bristow, Patrick doit en savoir quelque chose. Ils ont pu créer des choses qui n'existaient pas, notamment des barrages hydroélectriques qui n'existaient pas depuis le Belge. Et s'il y avait 9000 habitants dans la cité de Doko en 2009, aujourd'hui, Doko peut compter 500 000 personnes avec... En dehors de la mine majeure, Kibali Gold Mines, il y a 400 autres entreprises micro qui payent des royalties et tout ça. Alors, au niveau de Indaba, maintenant dans la 32e édition, c'était pour dire fini l'exportation de minerais bruts de la RDC. Maintenant, la RDC ambitionne, nous, notre pays, ambitionne de transformer sur place ici localement. Alors là, j'en profite pour parler à notre jeunesse. Nous allons encore rester longtemps un pays minier. Mais pour avoir la bonne qualité de main-d'œuvre, il nous faut des gens formés. Si vous prenez 40 000 étudiants qu'il y a au niveau de l'université de Kinshasa, voyez-vous, dans la géologie, vous n'en compterez que 6 000. C'est très peu pour un pays comme le nôtre. Nos enfants, au lieu de peupler les salles de classe de droit, d'économie, de communication, de lettres et tout ça, je ne suis pas contre, c'est toujours la science. Mais je nous propose d'envoyer nos enfants dans la géologie. Mais est-ce que l'État ne peut pas aussi imaginer de stratégie pour attirer... L'État va faire sa part. Si par exemple, on dit que dans ces facultés, on baisse sensiblement les minéraux, comme le phase académique, je suis sûr que les gens pourront être motivés. Par exemple, pour votre gouverne, Kibali Gold Mines prend en charge plusieurs étudiants qui arrivent à distinguer et payent non seulement les minérales, des bourses, mais donne aussi la possibilité d'aller faire des stages professionnels là-bas sur place à Dokodouba. Et croyez-moi, si autrefois, une bouteille de bière prémisse par exemple pouvait coûter 25 000 francs, parce que ça devait transiter plusieurs routes pour arriver là-bas. Donc aujourd'hui, ça coûte le même prix qu'ici à Kinshasa, 3 000, 4 000 francs. À cause, ou grâce plutôt, à la route qui a été créée, la RN, on nous signale que... 26, etc. C'est-à-dire que... Excusez-moi, on nous signale qu'on est déjà à la fin. Oh, mais ça, ça concerne notre devenir. Oui, si nous n'arrivons pas à créer un bon capital humain, on va encore venir nous duper demain et ça sera des contrats léonais, sinon nous n'aurons pas des gens capables de pouvoir préserver les intérêts du Congo. Ici, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de nos enfants. Non, on comprend, mais la télé, vous connaissez bien, la télé, ça ne va nous empêcher de nous arrêter. La télé, c'est quand même là aussi. Les lithiums, par exemple, nous devons avoir des... Ça sera le seul sujet qui ne connaîtra pas de commentaires des confrères. Donc, ah, mais franchement. Ah, ben, des sujets aussi importants. La réalisation me fait signe qu'on a eu plusieurs longtemps. Le premier sujet nous a pris tout le temps. Je plaide que tu leur donnes ne serait-ce que 2 minutes chacun. Ça sera vraiment... bon, alors, on demande à la réalisation. Permettez-nous 1 minute chacun. Allez-y.
Francis Ochoudi, ça allez-y. Dans la précipitation, on ne saura pas, mais bon, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une conférence d'opportunité. Et vous savez que dans ce secteur-là, la RDC occupe une place importante. Mais au-delà de tout, on ne peut pas venir investir dans un pays en insécurité. Il faudrait peser sur la sécurité d'abord. Et ces investisseurs, je vis Mme Fifi Masuka qui a longuement développé les avantages et les opportunités du là-bas. Je salue cela, mais il faudrait que l'on prenne en compte l'aspect sécuritaire qui permettra à ce que les investisseurs qui vont venir puissent trouver quand même du terrain calme parce que l'investissement n'aime pas l'insécurité. D'accord. Voilà, moi, en 30 secondes, je dirais que moi, je vais souhaiter simplement que ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent ne fassent pas semblant parce que transformer localement, ça a été dit déjà depuis le code minier, ça ne se fait pas. Alors, je pense simplement qu'on ne peut pas, comme un slogan, on va transformer. Il faut d'abord, comme préalable, avoir de l'énergie électrique, c'est que nous n'avons pas, les entreprises minières parfois. Il faut créer les conditions de cette transformation dans l'énergie électrique. L'énergie électrique, justement, il faut nous avons la possibilité d'avoir beaucoup de barrages on a beaucoup de cours d'eau. Beaucoup de cours d'eau, on a la possibilité d'avoir des centrales peut-être solaires aussi. On a cette possibilité-là parce que un chiffre simplement, vous avez la bauxite par exemple, une tonne de bauxite qui sort de terre comme ça, c'est autour de $30. Mais quand ça part, transformation, ça revient en aluminium, une tonne c'est 50 fois plus cher. Donc, si vous n'avez pas d'électricité, ce sera des slogans, ce sera voilà. Donc, je crois qu'Eric avait vraiment raison de demander que chacun puisse faire quand même un commentaire. C'était très enrichissant de vous avoir sur ce plateau. Il y avait quand même un thème aussi important par rapport à l'OIF, parce que la RDC venait de gagner un poste à l'Union africaine, au Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Mais moi, ce qui me dérange par rapport à l'OIF, c'est que j'ai appris que Vital Kamerhe serait en train de convoiter de devenir le secrétaire général de l'OIF. Est-ce que vous avez un mot? Juste 2 minutes, Mouka James, s'il vous plaît. Alors, ça vous dirait que Kamerhe soit le représentant de la RDC à ce niveau-là, comme secrétaire général de l'OIF? Je ne vois pas les mal. Kamerhe, c'est un animal politique. Kamerhe, c'est pas n'importe qui. S'il ambitionne quand même d'occuper, moi, je reste optimiste que Kamerhe peut représenter valablement la République démocratique du Congo. Je ne trouve aucun mal. Mais il en a l'ambition, bon vent. Il en a l'ambition, bon vent, lui, il n'y a pas de problème. Mais attention, quelqu'un m'a dit qu'il risque de créer encore plus de problèmes à l'international qu'au niveau national, comme il est à l'Assemblée nationale. Non. D'accord, on termine par là. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons oublié de vous demander de liker, de partager et surtout de commenter votre émission pour nous permettre de toujours vous donner un bon contenu, des analyses de qualité avec des journalistes de qualité. Kiosque d'Afrique, l'actualité au-delà de titres. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.